Il était aux anges chaque fois qu'il pouvait amuser la galerie. Et il pouvait aller très loin dans la provocation. Il excellait dans ce domaine. Il n'aurait d'ailleurs jamais pu être aussi populaire s'il n'avait pas pris plaisir à ça. Il a fait ce qu'on aurait attendu de toute sa génération. Mais la plupart des gens ne se sont pas inspirés de son exemple. Nous aurions eu un XXe siècle un peu plus beau sinon. Einstein était considéré comme une référence. J'affirme haut et fort que son autorité s'appuyait sur deux axes. Être dans la vérité de l'espace et du temps, un sacré morceau, et être dans la vérité dans son temps. Il était abrupt. Il avait cette manière d'être assez brusque. Tout le monde connaît la photo où il tire la langue. Il disait les choses en face, dans tous les domaines. Il était très direct, en physique, en politique et dans sa vie privée aussi. What do you think of prohibition, Professor? Ich trinke nicht, also ist mir das ganz gleich. En 1932, Albert Einstein arrive aux États-Unis. On garde de lui l'image de cet homme aimable, spirituel et plein de charme. Albert Einstein était déjà une icône, une star de la science de son vivant. De longues années après sa mort, des documents inédits sur sa vie mettent en lumière ses échecs et sa dimension humaine. L'homme a incarné la grandeur et la tragédie du XXe siècle mieux qu'aucun de ses contemporains. Mais que sait-on vraiment de lui ? Tous ces gens qu'il a croisés, tous ces lieux qu'il a foulés dans son insatiable odyssée, n'infirment-ils pas cette image de voyageur solitaire portant le monde à la seule force de son esprit ? Est-il un saint qui planerait au-dessus des passions des mortels ? On peut retenir le piètre marié père, ou bien le savant Cosinus, professeur aussi charmant qu'excentrique, sorti tout droit de la culture pop. Légendes et rumeurs escortent la destinée d'un génie que chacun croit connaître et que personne ne comprend vraiment. En 1932, le physicien Albert Einstein a déjà ses plus grandes découvertes scientifiques derrière lui. À Kaput, près de Potsdam, il vit une existence qui lui convient dans la forêt de Brandebourg, à des années-lumière de l'agitation de la grande métropole qu'est Berlin, pourtant très proche. Il se moque éperdument des apparences. Si les gens veulent me voir, je suis là. Et si ça les amuse de voir ce que je porte comme habit, je leur ouvre grand mon armoire. Il coulera 3 étés très heureux dans sa maison en bois. Cette propriété en lisière de forêt est un lieu de rencontre. Elle est ouverte à tous. Amis, hôtes de renom y défilent, rejoints à l'occasion par les 2 fils du premier mariage d'Albert Einstein. Les filles de sa seconde épouse, Ilse et Margot, ne manquent pas à l'appel. Elsa décharge son mari de tous les tracas domestiques et assure les arrières. Pour ses 50 ans, la ville de Berlin s'était engagée à fournir à son plus illustre citoyen une résidence d'été sur un grand lac de la Havel.
Les plans de la maison ne sont pas encore dessinés, que de violentes polémiques éclatent déjà à ce sujet. Albert Einstein décide alors de faire construire la maison à ses frais. Elle deviendra son havre de paix. Erika Britzke accueille ici les biographes d'Albert Einstein et autres visiteurs venus du monde entier. Il était à Berlin depuis 1914. Il connaissait déjà les nombreux lacs du fleuve Havel. À partir du moment où il s'est installé ici, il a aimé cet endroit par-dessus tout. L'Académie des sciences de Prusse l'avait gratifié de conditions de travail très généreuses. Il travaillait à la maison et les grosses têtes les plus célèbres se déplaçaient jusqu'ici pour venir le voir, si bien que Kaput est devenu un endroit vraiment à part. Albert Einstein aime suivre sa propre voie. Il reconnaît être quelqu'un qui n'a jamais appartenu de tout cœur à l'État, au pays natal, au cercle des amis, et pas même à la famille dans le sens étroit du terme. Une petite ritournelle de son cru exprime avec concision le fond de sa pensée. Je n'ai qu'une moue quand j'entends le petit mot « nous », comme si nous pouvions ne faire qu'un avec un autre animal. Toute approbation dissimule un abîme recouvert mais béant. Il était engagé tout en étant replié sur son monde. Il était en retrait de la société tout en s'engageant pour elle. Il jouait constamment sur ces deux tableaux. En allemand, on dirait « Schillern de Figur », quelqu'un d'insaisissable, de très difficile à cerner. La ville de Berlin est plus qu'aucune autre intimement liée à la carrière d'Albert Einstein. Mais après 1933, la capitale allemande n'en effacera pas moins la trace des 2 décennies de complicité avec le chercheur qui avait trouvé en elle son ancrage. Quand Albert Einstein arrive à Berlin en avril 1914, il retrouve dans la capitale de l'empire de Guillaume II tout ce qu'il s'était ingénié à fuir quand il était jeune. Le lieu est cependant sur mesure pour les physiciens de son envergure. Dahlem, banlieue de Berlin encore très faiblement peuplée, est un bastion de l'excellence scientifique, l'équivalent allemand d'Oxford en somme. Albert Einstein est nommé directeur de l'Institut Guillaume II. Il doit se consacrer entièrement à son travail et se transformer en poule pondeuse, selon sa propre expression. Ce qui l'a attiré, c'est le Berlin intellectuel qui, à l'époque, était à la pointe dans le domaine des sciences physiques. Nombreux sont les grands noms de la physique qui se trouvaient à Berlin, lieu d'échange par excellence. Et voici que ces sommités berlinoises, qu'Einstein connaissait et admirait pour avoir lu leurs travaux, le sollicitaient pour qu'il les rejoigne. La conférence de Solvay, qui s'est tenue en 1911, a été décisive. Einstein était le benjamin des participants. Sa renommée et sa reconnaissance par la communauté scientifique ont fait un immense bond en avant à cette occasion. Le 25 novembre 1915 est le grand moment fondateur de la cosmologie moderne. À l'Académie des sciences de Prusse, Albert Einstein présente pour la première fois au public sa théorie de la relativité générale, ultime prolongement de sa théorie de la relativité restreinte. Il a 36 ans. Quatre pages de formules énigmatiques qui transforment radicalement la perception du monde et restent valables aujourd'hui. Mais de prime abord, ses collègues montrent peu d'enthousiasme. L'approche mathématique était inhabituelle, très complexe. Les applications de cette théorie étaient a priori très peu nombreuses. En fait, il n'y en avait qu'une qu'Einstein pouvait non seulement prédire, mais aussi vérifier. Il s'agissait de la légère déviation de l'orbite de Mercure. À ce sujet, il a dit « Ce qui m'a fait le plus plaisir, c'est de constater que ma théorie concordait avec le déplacement du périhélie de Mercure. » Beaucoup de gens très sérieux l'ont pris pour un illuminé. C'est le signe que vous êtes un vrai rebelle, quand les gens de la vieille école ne vous comprennent absolument pas et pensent que vous êtes fou.
Mais cet insatiable aventurier est loin d'être fou. Son coup de génie de tous les superlatifs est l'aboutissement de plusieurs siècles d'errance spirituelle entre les notions d'espace, de temps et de gravitation universelle. Le chercheur obstiné sort finalement victorieux d'un bras de fer qu'il a opposé à Isaac Newton et aux lois de la physique classique.